C'est parti. Donc j'ai appelé ce cours d'appui Django in the Jungle dans le sens, j'essaye de vous donner les pistes pour survivre à un environnement, à faire un projet en Django. Et notamment, il y a beaucoup de choses, donc c'est un peu comme une jungle ou une forêt, parce qu'il y a énormément d'outils et de choses qui sont possibles de faire avec Django. Et je me suis posé la question de quelles sont vraiment les choses qui sont absolument indispensables pour pouvoir dire, OK, j'utilise Django. Et quelles sont les choses qui sont pas indispensables. Donc l'objectif, pour moi, c'est déjà de vous dire qu'est-ce que c'est Django, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut apprendre vraiment, qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'on peut se permettre de ne pas comprendre ou de comprendre plus tard plutôt. Ce sont toutes des choses que si vous dites à un professionnel, je fais du Django mais j'utilise pas XY, ils vont vous regarder un peu de travers, mais en termes de progression d'apprentissage, ça peut être cohérent. Et puis aussi de vous fournir avec un projet, genre un squelette de projet avec une config de base, où on va enlever tout justement qui peut compliquer la vie et dont on peut se passer. Et puis on verra combien de temps on avance, comment vous êtes motivé à suivre. Pour l'instant, je pense qu'il faudra faire au moins 4 cours comme ça. Après, éventuellement, on peut encore rajouter peut-être une double période quelque part pour faire plus de pratique. Sinon, après, c'est à faire chez vous. Si vous voulez aller sur Django. Ou alors en ESIG 2. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas un langage de programmation. Le langage de programmation, c'est Python. Donc, ça utilise Python. Et on appelle ça un framework. Donc, framework, on peut le traduire comme un cadre, une structure, une charpente. Donc, j'ai pris l'image d'une charpente. Et je trouve que c'est assez parlant parce que quelque part, quand vous construisez une maison, vous avez besoin d'un toit, vous avez besoin de fenêtres, vous avez besoin de portes, vous avez besoin de quelque chose comme ça. Et puis Django, si vous voulez, un framework en général, ça vous donne une certaine structure de base. Donc, vous démarrez pas avec rien, vous démarrez déjà avec une certaine structure. Donc, bien sûr, ça va aller quelque part. L'idée, c'est que ça aille plus vite après pour développer, parce que vous commencez pas à vous poser la question, mais où je vais mettre les poutres pour que ça s'écrase pas. Les poutres sont déjà là. Il faut quand même faire le mur, il faut encore faire plein de choses, mais vous avez déjà une structure de base sur quoi vous appuyez. Vous devez aussi la comprendre. Vous voyez, si vous regardez ça, il faut quand même comprendre où est-ce que je dois mettre les tuiles, où est-ce que je dois mettre la fenêtre. Donc il y a un apprentissage pour ça aussi. Donc, en même temps, on peut aussi dire c'est une boîte à outils, c'est-à-dire vous avez des outils pour régler des problèmes qui sont très communs, comme l'authentification, comme l'accès à la base de données, comme comment je décide quel code traite quelle requête. Vous voyez, dans le développement web, vous avez des requêtes qui arrivent. Des requêtes HTTP, il faut les traiter, il faut renvoyer une réponse, et tout ça, pour toutes ces choses-là qui sont finalement communes à toutes les applications web, il y a de l'aide en Django. Et Django, c'est pas non plus je mets quelques noms comme ça pour vous montrer que c'est quand même quelque chose de sérieux. Par exemple, Instagram utilise Django. Alors c'est un côté serveur, hein, on parle côté serveur, c'est pas l'application que vous voyez, c'est l'application, c'est derrière qui traite la requête, qui traite quelle image vous allez voir, qui fait tout ça. Ça c'est fait en Django chez Instagram. Il y a d'autres sites, Mozilla, National Geographic. J'ai aussi mis Bloomer Consulting SARL. C'est pas du tout une grosse boîte, mais c'est une boîte qui prend régulièrement des stagiaires à Genève, des stagiaires ESIC. Chaque année, il prend entre 1 et 3 stagiaires, donc j'ai marqué ça aussi. Et puis moi, pour avoir bossé avec, quand même, dans le développement web pendant une décennie avant de venir à l'ESIG, et puis maintenant bientôt une décennie en enseignant à l'ESIG, je trouve parmi les technologies avec lesquelles je travaillais, je trouve c'est Python, Django, je trouve c'est la plus belle technologie. Dans le sens, je trouve élégant, c'est agréable. Souvent, je me dis, ah, ça c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est chouette. Et j'ai jamais eu cette impression-là avec PHP. Après, il y a des frameworks PHP qui sont aussi bien foutus. Vous voyez, je vais pas dire, mais personnellement, à choisir, je préfère Python. Dans beaucoup de boîtes à Genève, le back-end, je vous laisse deviner. La plupart des entreprises à Genève, ils utilisent quoi comme back-end? Comme langage? PHP?
de grosses structures, genre pensez les banques, l'administration publique, c'est du Java. C'est Java. Aux HUG, chez Pictet, chez d'autres banques, à l'État, c'est du Java qui tourne sur le serveur. Voilà. Donc à Genève même, je pense que le Python Django c'est pas très répandu, mais il y en a. Et moi, si je devais vous conseiller pour, vous voyez, je l'ai fait pour une association, un projet, j'ai choisi cette technologie-là parce que justement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix pour une boîte comme Pictet, par exemple, ou pour les hôpitaux universitaires. Je suis pas sûr que je leur recommanderais d'utiliser Django, mais pour lancer un nouveau projet pour des plus petites structures, et apparemment des très gros sites, ils travaillent aussi avec ça. Donc, j'ai fait une espèce de cartographie de ce qui me semble qui est essentiel à apprendre et qu'est-ce qu'on peut laisser de côté. Donc, ce qui est important là, pour l'instant, c'était peut-être un peu plus pour moi que j'ai fait cette cartographie que pour vous, à vrai dire. À ce stade-là, la plupart des choses, vous savez pas ce que ça veut dire. Mais quand même, pour vous expliquer les 3 catégories que j'ai faites, donc il y a des choses qui me semblent absolument indispensables. On peut difficilement utiliser Django si on ne sait pas les utiliser, au moins de manière basique. Donc ça, par exemple, il faut comprendre comment est organisé un projet Django, comment est-ce qu'on décide quel code traite quelle requête, comment est-ce qu'on va justement préparer la page à afficher à l'utilisateur, comment on va accéder à la base de données, comment on va définir la structure de notre base de données, et puis comment est-ce qu'on met le site en ligne. Ça, c'est des choses qui sont indispensables. Il y a d'autres choses qui sont indispensables, mais qu'on peut faire sans dans un projet à but formatif, c'est la sécurité. Alors, on ne peut pas dire que c'est pas indispensable, mais on peut faire un projet en se concentrant sur les aspects fonctionnels et en laissant de côté un peu les aspects liés à la sécurité qui sont quand même très compliqués. Et puis après j'ai fait une 3e catégorie, c'est-à-dire on peut commencer sans, c'est-à-dire on peut ne pas utiliser ce qui est marqué là, c'est-à-dire certain nombre de choses, on peut faire sans dans le cadre du projet sur mandat. Toutes ces choses-là, si vous voulez faire un projet professionnel, quelque part vous serez aussi obligé de les apprendre, ou ce serait conseillé de les apprendre, mais on pourrait le faire sans, on peut faire sans pour le projet sur mandat. Donc, on va se concentrer, vraiment essayer d'avoir des bases et puis pas trop s'éloigner de ce que vous avez appris en cours PHP. Voilà. Donc, première chose, c'est la structure d'un projet Django. Donc, je vais tout de suite vous montrer très concrètement comment on crée un projet, comment le configurer avec les outils qu'on a installés ici. Mais ce qui est déjà important de comprendre, c'est qu'en fait, vous avez en Django un projet, et dans le projet, vous avez des applications. Dans des applications, ils appellent ça des applications, vous pouvez penser des modules aussi. C'est une façon de subdiviser le projet. Et si vous voulez, là aussi, on peut travailler avec une seule application. C'est pas le découpage, généralement, pour des projets Django, on essaie d'identifier des choses qui vont ensemble, on les met dans la même application. Mais on peut aussi tout mettre dans la même application, ça marche aussi. Donc c'est ce que je vais vous conseiller pour le projet sur mandat, même si c'est pas forcément la manière optimale de faire. Donc concrètement, si vous voulez faire un projet Django avec les outils de l'école, vous allez utiliser PyCharm. Que vous connaissez. On a bossé avec PyCharm en Python ou pas? Non, on avait fait du Tony. Mais c'est un peu comme IntelliJ IDEA, mais pour Django. Donc vous tapez là, vous lancez PyCharm. J'espère qu'il va pas le lancer une deuxième fois. Non, il a compris. Et puis après, vous allez faire, on va faire New Project. Et voyez que vous avez déjà prévu l'option Django. C'est déjà prévu. Est-ce que vous voyez assez bien là l'écran? Okay. Vous avez l'option Django, vous devez choisir un endroit où vous voulez mettre votre projet. Moi, je vais appeler le projet Pizza Queen. Donc, on va imaginer un magasin de pizza, livraison de pizza.
Vous choisissez un nouvel environnement virtuel. Je ne vais pas vous expliquer maintenant ce que c'est. En gros, c'est le Python que vous avez utilisé. Et contrairement au Python qui est installé sur le système, vous allez pouvoir y installer des choses, dont Django. Donc, vous devez choisir cette option-là. Et puis, dans les More Settings, on va désactiver la Django Admin. Parce que ça fait partie des choses qui sont utiles, mais on peut faire sans. Et puis, dans certains projets l'année passée, en fait, si on veut l'utiliser, il faut vraiment bien l'apprendre. Donc, ça fait une nouvelle chose à apprendre. Et puis après, ici, on va choisir une première application. Donc, vous voyez, on a le projet qui s'appelle Pizza Queen, et puis dedans, on peut mettre des applications. Et là, je vais faire une application, on peut l'appeler menu. Ça va être la partie de notre code responsable d'afficher les pizzas qui sont là, et puis qu'est-ce qu'il y a dedans, et combien ça coûte. On verra au fur et à mesure comment on va faire. Et après, vous faites Create. Puis là, il va mouliner un petit peu, ça c'est normal, il va créer l'environnement virtuel, donc il va préparer votre environnement Python. J'espère qu'il ne va pas mouliner trop longtemps. Ouais. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions, des remarques, des réactions? Oui. Ouais. Django Apps. Excellente question. Oui, il y a quelque chose qui est un peu spécial. C'est à l'intérieur du projet, on a une sorte d'application de base qui a le même nom que le projet. Mais ça va être plus facile de vous le montrer en fait avec les fichiers même. Pour l'instant, il a réussi à désinstaller quelque chose, donc ça c'est bien. J'espère qu'il va le réinstaller après coup. Voilà. Sinon, d'autres réactions? D'autres questions? Non. C'est quoi Django alors? Un framework? Qui veut dire quoi un framework? Une structure? Ouais, excellent. Structure. Et puis pourquoi on utilise une structure, un framework? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de pas faire sans? Ouais, pas refaire de zéro. Et se faciliter la vie à condition de savoir utiliser. Donc ça, c'est un peu le bémol de... Vous voyez, c'est un exemple que j'utilise souvent dans différents contextes, mais si vous allez de Genève à Paris, vous avez différentes options pour y aller. Plus rapide, c'est en avion. Mais admettons que c'est vous qui devez conduire l'appareil que vous choisissez. Alors si vous savez rouler en voiture, vous avez quand même meilleur temps de prendre la voiture que de prendre un avion. Même si en avion ça prend 1 heure et en voiture ça prend peut-être, je sais pas, Paris c'est quand même 6 heures je crois, 9 heures peut-être. Le train aussi, si vous savez pas conduire. Donc c'est bien, on va plus vite, mais si on sait pas utiliser, on risque de faire un accident. Donc même pour les voitures, je veux dire, si vous avez jamais conduit une voiture, peut-être c'est mieux que vous preniez un vélo et vous y allez à vélo. Vous allez finir par y arriver, sain et sauf. Enfin, ça dépend sur les routes françaises. Un vélo, je sais pas. Voilà, mais vous avez compris l'idée, je pense. Donc, voilà comment se présente le projet. Donc, vous voyez, vous avez le dossier de base, Pizza Queen. Et à l'intérieur, vous avez un autre dossier qui s'appelle, pareil, Pizza Queen. Et ça, c'est qu'ici, il avait le nom Django Apps. Alors, à vrai dire, je sais pas pourquoi c'est marqué Django Apps. J'ai copié ça d'un site qui s'appelle Django Book. Et je me suis pas vraiment posé la question pourquoi ils appellent ça Django Apps. Mais maintenant, je me souviens parce que lui, il s'amuse à renommer les deux pour pas être confus entre les deux. Parce que, vous voyez, vous avez deux dossiers qui s'appellent pareil. Et puis, dans ce livre-là, il vous recommande de les renommer. Mais moi, j'ai essayé et c'est pas si simple que ça parce que tout est configuré de base par PyCharm, et si on commence à renommer des trucs, donc j'ai abandonné cette idée. Mais du coup, ça c'est quand même important de comprendre que vous avez, voyez, un dossier Pizza Queen,
Et vous savez que c'est la racine du projet parce que c'est un fichier manage.py qui est dedans. Ça, manage.py. Dedans, vous avez, donc VN, ça c'est votre environnement virtuel Python, vous y touchez pas. On n'y touche jamais. Et puis on a Pizza Queen. Et ça, c'est le dossier de base, on va dire, de la configuration de toutes les applications. On va toucher ici à URL et Settings. VSGI et ASJ, il faut les laisser là, mais on ne touche pas. C'est des fichiers qui permettent de techniquement faire tourner Django sur un serveur web. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe en l'utilisant. Donc c'est le fichier URL et Settings qui nous intéresse. À l'intérieur, on a l'application menu. Et dans l'application menu, on a des vues, des tests, des modèles, apps, admin. Et il y a deux fichiers qu'on peut supprimer tout de suite. On peut supprimer admin, puisqu'on a dit qu'on n'utilisait pas Django admin, et on peut supprimer tests en première année, hein, Ezig. Mind you, en deuxième année, on va passer pratiquement moitié du temps dans le fichier tests.py. Mais voilà, pour l'instant, on peut l'enlever. Donc on a des vues, on a des modèles, et apps, c'est juste pour dire en fait qu'il y a l'application menu qui existe, et à part ça, on fait rien là-dedans. Donc on va travailler sur des vues et des modèles. Principalement. Et dans Pizza Queen, on travaille sur les URL. Et après, on va mettre des choses dans template aussi. Donc, en fait, j'ai très mal estimé mon temps. J'ai cru que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc, il y aura un petit peu d'improvisation aujourd'hui aussi. Donc, les dossiers, est-ce que vous avez compris là, la structure des dossiers? Oui. C'est une bonne idée de prendre des notes, hein. Je vous le dis pas puisque vous êtes des étudiants, ESIC supérieure, école supérieure, des adultes et tout ça, mais c'est pas une mauvaise technique pour apprendre de prendre des notes. Ça marche très bien pour Diana d'ailleurs. Ouais. Bah oui. Elle cartonne en Hello là. Grâce à la prise de notes entre autres. Bon, donc on a ça. Donc maintenant, on va rester dans la structure. Donc, comment est organisée une application Django? Je peux vous agrandir ça. Non, pas tant. Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve les noms qu'on a vus tout à l'heure. Tout à l'heure, on a les templates. Ça correspond à ce qui est vu par le client. Et puis côté, ça c'est la côté de ce qui se passe sur le serveur. Vous avez les vues et les modèles. Et les modèles vont dialoguer avec la base de données. Jusque-là, est-ce que ça va? Comme ça. Template, vue, modèle. Donc, première chose qu'on va essayer de faire, on va essayer de lancer notre projet. On va voir que probablement, ça va pas donner grand-chose parce qu'on n'a encore défini aucune URL. Vous voyez, là, c'est le fichier URL. On n'a rien défini encore. Mais n'empêche que c'est intéressant de voir comment lancer le projet. Donc, il y a un projet qui est configuré ici. Je le lance. Je croise les doigts. Voilà. Et puis, il se lance. Et puis, il me dit, attention, vous avez 15 migrations non appliquées. Votre projet pourrait ne pas fonctionner correctement tant que vous les avez pas appliquées. Donc, on peut continuer à utiliser le projet, mais si vous avez un warning comme ça indique quand même qu'il y a probablement un souci. Donc là, on voit que par contre, l'installation, elle a fonctionné. Je peux pas encore utiliser l'application. J'ai pas de page d'accueil, par exemple. Mais on a pu l'installer correctement. Donc, si on revient sur notre menu de ce qu'il fallait apprendre, comment on revient? Voilà. Il y avait les migrations. Et j'ai marqué les migrations cochonnées. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un adjectif. Est-ce que vous comprenez cet adjectif? Non? C'est juste... non? Ah, même pas. Ok. Alors, à l'arrache. C'est-à-dire,
on peut se débrouiller. Les migrations, vous voyez déjà le terme, pour vous expliquer pourquoi ça s'appelle migration, pourquoi on a besoin de migration, on peut passer beaucoup de temps, et c'est quelque chose de très intéressant, mais c'est intéressant du moment où on a une application qui est en production avec des données, des réelles données en production. Tant qu'on n'a pas ça, ce qu'on va faire, à chaque fois qu'on a besoin de changer notre base de données, on va l'effacer, on va la recréer. Donc c'est pour ça que j'appelle ça cochonner, parce que c'est pas propre. C'est pas normalement comme ça que c'est prévu de bosser avec, mais ça marche très bien tant qu'on n'est pas vraiment en prod avec des vrais utilisateurs. Donc ce que vous devez apprendre pour les migrations, c'est 2 commandes. Donc on va arrêter le projet parce qu'il va de toute manière pas fonctionner. Vous devez apprendre 2 commandes. Et les commandes Django, on les utilise grâce à ce manage_p. Donc, vous voyez, vous allez taper Python manage_p et après, vous mettez la commande de Django. Et la première commande à connaître, c'est migrate. Ça veut dire appliquer les migrations. Vous voyez, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez du message qu'on a eu. Quand j'ai lancé, on va le refaire. J'ai lancé l'application. Et il m'a dit, vous avez 15 migrations qui ne sont pas appliquées. Lancez ça pour les appliquer. Donc, on va juste faire ça. On y reviendra en migration une fois que je vous ai parlé des modèles. Mais pour l'instant, déjà pour vous dire que si vous avez ce message d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire migrate. Et migrate, il a appliqué des migrations qui sont utilisées pour gérer l'authentification, les types de contenu, les sessions. En fait, des choses que le framework il gère lui-même. Vous voyez ça, en termes de charpente, ça c'est déjà fait. Et le Django, il sait que vous aurez sans doute besoin de sessions, vous aurez sans doute besoin de gérer l'authentification, donc c'est déjà dans le cadre, si vous voulez, dans la structure. Et nous, on n'a encore rien fait pour l'instant. Et en faisant ça, en même temps, ça nous a généré une base de données. Ce que vous voyez ici, le fichier DB SQLite3. Donc, SQLite3, c'est l'extension pour dire que c'est une base de données SQLite. Et pourquoi il s'appelle DB SQLite? Ben, ça vient de notre projet Settings. Dans notre projet Settings, et dans notre fichier Settings. Dans le fichier Settings, c'est les préférences de notre projet, un certain nombre d'informations qui sont obligatoires de mettre et qui sont importantes. Et dedans, notamment, il y a quelque chose qui s'appelle Databases, et dedans, c'est marqué que c'est dans le dossier de base du projet et que ça s'appelle DB SQLite 3. Et qu'on utilise le Django Backend SQLite 3 pour y accéder. Ça, heureusement, on n'a pas besoin de toucher. On peut faire des projets raisonnables avec SQLite. Mais ce qui est puissant avec Django, c'est qu'une fois que vous avez développé votre projet avec SQLite, vous pouvez changer la base de données. Vous pouvez dire maintenant on utilise MySQL et vous allez faire quelques changements de config et en fait, ça marche. Ça marche parce que vous n'allez pas écrire, et puis on va y venir, vous n'allez jamais vraiment écrire du code base de données directement, c'est Django qui s'en occupe pour vous. Et donc c'est effectivement possible de changer de type de base de données. Alors, c'est quand même conseillé de rester sur une base de données et puis de faire vos tests avec la base de données que vous allez utiliser en production, bien entendu, mais on peut partir en production, en tout cas sur un projet sur mandat avec SQLite. Je ne mettrai pas l'application de gestion des salaires de votre entreprise sur une base de données SQLite, mais pour faire un projet sur mandat, on peut le faire. Et là, ce qui est très important pour moi que vous compreniez, c'est que il y a cette base de données. Donc, il y a une base de données. Même si vous écrivez pas des requêtes, vous voyez, il a fait plein de scripts ici, il a fait des choses, on ne sait pas, mais il a fait des requêtes base de données, il a modifié une base de données et on peut la voir, on peut voir ce contenu de base de données et pour ça, dans PyCharm, il suffit en fait de double-cliquer dessus. Ça ouvre un onglet Databases et pour l'instant, on voit rien dedans. Pourquoi on voit rien dedans? Parce que c'est souligné en rouge ici. Et puis, si j'ouvre, alors c'est quoi déjà pour ouvrir? Non, c'est pas ça. Je vais ici sur la configuration, le data source propriété, les propriétés de la source de données. Et il me dit, il manque les fichiers pour accéder.
Ouais, les driver files, c'est le pilote pour accéder à la base de données. Est-ce que ça vous parle, driver files? Un driver, comme ça. Ou ça veut rien dire? Ouais, pilote. Mais vous connaissez le concept, qu'est-ce que ça, pourquoi on a besoin de fichiers driver files pour accéder à une base de données? Vous connaissez les pilotes d'imprimante? Vous avez déjà entendu parler? Non? Comment? Ouais, il traduit. Oui, oui. Et là, même c'est bon. Alors, vous faites l'exemple de Django ici, c'est juste pour dialoguer avec la base de données, si vous voulez. C'est en fait quand vous avez pour les imprimantes, on va parler des imprimantes parce que c'est quand même important de comprendre ça. Pour que votre PC puisse communiquer avec l'imprimante, il lui faut un bout de code qui fait la communication, si vous voulez, qui permet d'interagir, de piloter l'imprimante. Tous les appareils qui sont là, mais je suis pas vraiment dans mon domaine d'expertise là, mais je sais assez que pour si vous voulez communiquer avec du hardware quelque part, il faut qu'il y ait du code qui vous permet de communiquer avec. Puis une base de données, c'est comme un système externe, si vous voulez. Vous êtes en Python, il faut que Python puisse dialoguer avec la base de données. Il a besoin de certains bouts de code spécifiques pour dialoguer avec. Et là, c'est PyCharm que pour discuter avec SQLite, il a besoin des fichiers JDBC pour accéder à SQLite. Si vous voulez dialoguer avec Oracle depuis un programme, vous avez aussi besoin des fichiers, alors du driver pour Oracle. Mais c'est pas très, comment dire, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop besoin de se préoccuper, il faut juste savoir qu'il faut cliquer sur download ici. On va pas faire nous-mêmes, c'est du code hyper spécialisé, on comprendra rien, mais il faut le faire. Et si ça marche pas, généralement, c'est 99% des cas, c'est à cause de ça. Et quand on fait OK, et on fait un refresh ici, vous voyez les petites refresh, maintenant il a trouvé des choses. Et puis on peut aller voir ici, donc on a des tables, on a un schéma main, et dedans on a des tables, on a autre group permission, autre user, user group, Django content type, Django migrations, Django session, SQLite master, SQLite sequence, donc on a des tables. Alors, si je l'ouvre, on ne va pas comprendre grand chose. Si je double-clique, vous voyez, je peux voir les données. Je peux me promener dedans. Il n'y a rien dedans. Donc, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Je vous montre juste un où je suis sûr qu'il y a quelque chose. Django Migrations, il y a, en fait, tout ce qu'il a fait ici, il l'a enregistré là. Mais là, on dépasse le cochonnet, les migrations, on rentre vraiment dans la compression de comment ça fonctionne. Mais c'est pour dire que vous pouvez voir les données en double-cliquant ici sur la table. Et on peut voir la configuration de la table. Vous voyez chaque colonne ici, c'est un varchar 255, c'est un datetime, il y a un primary key. Voilà. Donc n'allez pas dire à votre grep, si vous avez un grep où il y a quelque chose qui est un peu plus peut-être axé, spécialisé base de données, de vous dire mais concrètement en base de données ça se passe comment? Vous pouvez pas dire bah c'est Django, il n'y a pas de base de données. Non, c'est que vous allez pas écrire du code SQL, mais il y a quand même du SQL derrière. Et ça, on peut dire que ça correspond au schéma logique, c'est ça? C'était déjà schéma physique, là? Schéma physique. Donc vous n'allez pas voir vraiment un schéma logique, mais on va quelque part en forme de Python définir le schéma conceptuel. Ou peut-être c'est le schéma logique. Je profiterai de Monsieur Quinlan pour me préciser à quoi ça correspond, mais voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on en retient de ça? Qu'est-ce que vous avez retenu? Mis à part qu'il fait chaud et que c'est midi, vous digérez. Oui? J'ai retenu qu'il génère des tas de choses pour nous, y compris une base de données avec des trucs. Oui. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais ça nous sert en interne. Oui. Et les trucs, notamment, c'est des tables. Donc, autre chose à retenir, c'est que c'est des tables SQL. Donc, c'est tout ce que vous avez appris en base de données, ça s'applique toujours en Django. Voilà. Mais
du coup, vu qu'on est parti sur les bases de données, en fait, j'avais pensé de faire plutôt d'après le schéma, j'avais prévu de vous expliquer en top-down, de commencer par le haut et de aller vers le bas, mais on peut aussi faire le schéma inverse. De toute façon, on va passer partout. Vu que maintenant on est dans la base de données, je vais pas complètement changer de sujet. On va essayer dans les 10 minutes, 12 minutes qui nous restent, de vous montrer comment vous allez créer vos propres tables à vous en Django. Et pour faire ça, nous allons dans notre application menu et on va ouvrir le fichier models. Ça, je peux fermer. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire dans un magasin Pizza Queen? Qu'est-ce qu'on aura besoin comme modèle? Faites-moi une suggestion. Pardon? Le menu, oui. Encore, et qu'est-ce qu'il y aura dans le menu? Le menu, il est bien, hein. Il y aura un menu puisqu'on a de l'application menu. Pardon? Ingrédients, oui. Ingrédients de quoi? Ingrédients, on va y venir, mais je vais pas commencer par les ingrédients. Ah, attendez là. Non mais là vous pouvez le dire, c'est pas grave si je cherche un truc précis. C'est un magasin de vente de pizza, qu'est-ce qu'on a besoin comme modèle? Pizza! Voilà. Donc, on va créer des pizzas. Pardon? Oui, j'ai ouvert ma feuille de triche pour la syntaxe à côté. Vous voyez, je suis allé sur la doc Django parce que je me souviens plus très bien comment il fallait écrire. Voilà. On va définir. Vous voyez, quand vous faites votre modèle conceptuel ou même le schéma logique, qu'est-ce que vous utilisez? Vous faites un diagramme UML. Dans un diagramme UML, il y a quoi dedans? Des classes. Et puis là, on va directement vraiment écrire des classes. Donc notre table, c'est classe pizza. Et puis on l'appelle pas pizzas. Pas au pluriel. Jamais au pluriel. Parce que quand vous allez créer une pizza, ça va être une pizza. Ça va pas être une multiplicité de pizzas. Vous voyez, une multitude de pizzas. Donc vous le mettez au singulier, s'il vous plaît. Et vous mettez pas au niveau orienté objet comment dire, vous l'écrivez pas non plus pizza, PZ, vous voyez, vous mettez pas des espèces d'acronymes devant et tout ça. Ça, c'est dans la base de données, ça fait sens, mais pas au niveau orienté objet. Donc c'est une question de contexte. Là, on est en train de faire des classes. Ça va être généré dans des tables, mais ils vont mettre les préfixes qu'il leur faut à Django, mais nous, on n'a pas besoin de faire ça. On va faire une pizza simple, et on va juste dire comment on dit en Java pour qu'on étend une superclasse, qu'on hérite d'une superclasse? Extends. Et puis après, on va prendre models.model. Voilà. Donc ça, il aime pas. Il l'a mis en rouge parce qu'en Python, on l'écrit autrement. Mais c'est pour dire exactement la même chose. Simplement, à la place de faire extends et la superclasse, on va juste faire pizza et en parenthèse, on met la superclasse. Comme c'est du Python, on met un 2 points après parce qu'après va venir le contenu. Donc c'est juste une question de syntaxe, mais conceptuellement, c'est la même chose. Et dedans, on va définir maintenant, quels sont les attributs. Les attributs de ma classe. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait pour une pizza? La taille, ok. Mais imaginez-vous un menu là pour commander une pizza. C'est quoi le premier truc que vous voulez voir pour cliquer dessus? Le prix, ok. La taille, bon, on a tous des fonctionnements différents. Moi, je vais voir déjà qu'est-ce que c'est comme pizza. Le nom de la pizza. Est-ce que c'est un quattro stagioni, j'arrive pas à parler anglais, italien, donc je vais pas faire une capricciosa. Voilà. Est-ce que c'est un truc que j'ai envie de manger? Donc, on va mettre le nom. Et puis, le nom, c'est quoi? On a différents types. Vous voyez, si je fais models, point. Vous voyez ici, il y a des fields. Il y a foreign key, integer field, one-to-one field, datetime field, char field. Pour l'instant, c'est du texte. Et c'est un texte pas trop long.
Si vous avez un texte très long, je crois que c'est text field qu'il faut choisir. Mais sinon, là, on va prendre char field, et quand vous mettez char field, vous devez dire la longueur. Et pour les experts de base de données, ça va pas du tout les surprendre, parce que ça va être traduit en varchar derrière. Donc, on doit mettre une longueur maximale. Ça peut être une bonne idée aussi pour des questions de sécurité, de mettre des longueurs maximales, pour pas que vous fassiez complètement spammer votre base avec des livres entiers en guise de nom de pizza. Vous voyez, donc, on va mettre combien? On va mettre 255. C'est long? Je sais pas pourquoi on met 255 et pas 256. Peut-être qu'il y en a... C'est long? Ouais. On peut mettre moins aussi. Après, oui, on peut mettre moins. 123, du coup. Je sais pas, pour 120, j'aurais mis 124 d'habitude. Ça, c'est un chiffre rond. Mais... Bon, on a fait ça. On peut ajuster ça. C'est pas très compliqué à ajuster après. Moi, je pense que c'est bien de limiter. Après, d'expérience pratique, je pense qu'il faut pas trop limiter non plus parce que vous savez jamais comment vos utilisateurs vont utiliser votre application vraiment. Peut-être qu'ils inventent un nom super joli de pizza qui prendra beaucoup de place et puis finalement, c'est peut-être pas grave. Voyez. Et puis, il y avait le prix, c'est ça? Prix. Alors, le prix de l'argent, c'est des decimal fields. Et si vous savez plus, comme moi, je me souviens plus, est-ce que pour decimal field, vous voyez, je cherche Django decimal field, je sais pas s'il y a des options obligatoires. La documentation, elle est très bien. Donc ici, on a les différentes fields qui sont là. Donc, decimal field. Max digits equal none. Voilà. Obligatoire. Donc, deux paramètres obligatoires, max digits et decimal places. Alors, max digits, c'est en tout, là, vous voyez, vous avez 5 digits et deux chiffres décimales. Vous voyez la différence? Donc, il y a un certain nombre d'options. Après, là, dans ce cours-là, parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous allez rencontrer dans votre projet sur Monda, c'est bien de savoir qu'il y a différents types de champs et que c'est important de choisir les bons types parce que c'est comme dans la base de données, ça va se traduire par une colonne, entre autres. Il y aura d'autres effets aussi, mais entre autres, ça va générer une colonne d'un certain type. Donc, il faut réfléchir quand on fait ça. C'est un travail important. C'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on met là? Donc, on va mettre max digits, on va dire quand même, on va mettre des pizzas, on va mettre des centimes. Max, c'était comment déjà? Max, c'est parti. Non, c'est là. Decimal places, donc c'est pas max. Donc decimal places, on va mettre 2. S'il veut mettre des pizzas à 99 centimes. 2 places, et puis on va mettre, je sais pas, est-ce qu'on a des pizzas qui coûtent 1000 francs? Non, peut-être 100 francs, peut-être. À Champel, il y a un magasin, enfin un bistrot, ils vendent des sandwichs à 75 francs. Ben, ils appellent ça le discret parce que dedans, ils cachent du caviar et des trucs. Je sais pas, à Genève, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Hein. Moi, j'ai un sandwich pour 75 francs. Pour l'instant, c'est pas tout à fait quelque chose que j'envisage. Mais, ok. Donc, on a un nom, un prix. On y va comme ça pour l'instant. On y va comme ça pour l'instant. Là, il me dit expected two blank lines, find one. Donc, tac. Voilà. Donc, ça, ce commentaire-là, create your models here. Vous voyez, quand vous bossez, ça, c'est un commentaire que, une fois que vous l'avez fait, vous l'enlevez. C'est pas le genre de commentaire utile. Vous voyez, il vous dit qu'il faut créer les modèles ici. On vient de créer un modèle, maintenant on le sait, on va pas laisser le commentaire traîner. On va nettoyer derrière, sinon c'est comme ma cuisine. Je me dis, mais je fais pas la vaisselle tout de suite, et puis l'autre jour aussi, et puis après j'ai plus de place pour cuisiner. Donc je suis obligé d'aller manger à l'extérieur. Voilà. C'est ça. Ok, donc maintenant j'ai fait ça, mais si je regarde, vous voyez, j'ai un modèle. Donc on a dit que ça va correspondre à une table en base de données, mais pour l'instant, il n'y a rien. Si je regarde ici, il y a rien qui s'appelle pizza. Donc là, on va devoir cochonner des migrations, c'est-à-dire on va faire un truc sans vraiment comprendre, on va faire deux choses, on va générer des migrations et les appliquer.
Donc, on va refaire la commande manage_p. Vous le voyez ici, même si c'est en bas? Ou est-ce que, ouais, je suis obligé de l'avoir en bas, je crois. Python manage_p et on va dire make migrations. Et on va définir pour quelle application on veut le faire. On veut le faire pour le menu. Je l'ai exécuté. Et puis c'est assez magique. Il a généré maintenant un fichier dans lequel il fait toutes les opérations nécessaires pour créer une table pizza. Mais c'est ce qu'il a fait, en fait, c'est générer ce fichier. Quand je fais make migrations, c'est ça les migrations, c'est des fichiers qui vont modifier la base de données après. En soi, ça me sert toujours à rien parce que il n'y a pas ici encore. Si je lance maintenant l'application, on va voir s'il me dit un warning comme quoi j'ai pas appliqué les migrations, parce que c'est toujours important, crucial de, voilà, apprendre à lire les messages d'erreur et les warnings. Donc là, il y a, you have unapplied migrations. Donc l'application menu risque de pas fonctionner comme prévu. Donc on va l'écouter parce qu'il a raison. Et puis on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez? Migrate. Python manage_p, migrate. Make migrations, on doit d'abord faire, et ça génère ce fichier-là. Si vous regardez dans le détail, dans le fichier, vous avez des opérations de modification de la base de données, mais il ne les a pas encore fait. C'est-à-dire, dans la base de données, il n'y avait pas de pizza. Maintenant, quand on a appliqué la migration, qu'on a fait migrate, vous allez voir qu'il y a menu-pizza. Il y a maintenant ma table pizza. Il a rajouté un champ ID auto-incrémenté, sans que je lui dise rien. Et puis, on a le nom, varchar 123, et on a un prix qui est un décimal, en termes de type de données. Puis, on va s'arrêter là, parce qu'on est arrivé pile à 35, et vous avez encore d'autres cours. Donc, pour résumer, quand même, on va faire un court résumé. On a vu, donc, Django, c'est un charpente qui vous permet de démarrer, pas démarrer de zéro. C'est une boîte à outils assez puissante, un peu comme un avion pour se déplacer, il faut apprendre à l'utiliser. Après, une fois que vous savez l'utiliser, vous allez aller plus vite. Sinon, vous risquez de faire un accident. Et on a vu que dans un projet, vous voyez la structure du projet. Dans le projet Pizza Queen, vous avez un truc qui s'appelle Pizza Queen. Dedans, on a les settings, les URL. URL, on n'a pas encore regardé, mais les settings, c'était là où c'était marqué quelle base de données on utilise. Et on a une application menu dans laquelle on a des fichiers views et models. Et notamment, dans les modèles, on a créé un modèle. C'est comme si on définissait un diagramme de classe, mais en code. On décrit les classes, mais ça correspond à un diagramme de classe, si vous voulez, conceptuellement parlant. Et puis, pour mettre à jour notre base de données en fonction de nos modèles, il y a deux commandes à faire, make migrations et migrate. Et ça met à jour la base de données. Et donc, on n'a pas écrit une seule ligne de SQL, mais on a mis à jour la base de données. Donc, derrière les coulisses, Django a généré les requêtes SQL nécessaires pour SQLite. Si on changerait de base de données, il va faire les requêtes pour Oracle, ou pour SQL Server, ou pour toute autre base qu'il supporte. Donc, comme on a démarré sur les modèles, je pense que, moi, je vais réfléchir, soit on va rester un peu encore dans les modèles, ajouter d'autres choses, soit on prend d'abord juste la pizza, on fait les étapes qui manquent pour pouvoir afficher des pizzas. Je vais réfléchir d'ici la prochaine fois. Il y a le template encore. Ouais. On a encore des choses à voir. Ok, donc prochain cours, vous avez vu quand c'était? Ouais, semaine prochaine, mais le jeudi. Il y avait une raison, je ne sais plus pourquoi, j'ai pas pu mettre vendredi. Merci beaucoup de votre attention. Bonne continuation.